Hello! Désolée, je suis en retard, mais il fallait que je peaufine le PowerPoint pour le mettre sur le live. On va reprendre les lives, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et comme d'hab, je suis toujours un peu à tâtons. C'est un exercice qui est pas simple. Bon, du coup, les petites règles pour le live, pour que ça se fasse bien. On reste gentil, courtois, aimable. On dit bonjour à Pierre Bourdieu, puisqu'il va participer à ce live. Donc on analyse la saison 9 aujourd'hui, on va donner un peu tous nos avis, on va parler de culture en fait globalement, et comme j'ai préparé... En fait peut-être je suis stressée parce que j'ai préparé ça comme un oral, ok. Oh je suis si fière, c'est mon bébé. En vrai j'abuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit Pierre Chabrier sur nous parce que j'ai fait un PowerPoint. En gros, les vlogs d'août. Donc les vlogs d'août, c'est quoi? C'est des vidéos où on suit donc Lena Situation pendant 31 jours. Je sais pas, genre j'ai l'impression de faire un oral devant des gens, des profs et tout, alors que rien devient stressant, madame. La particularité des vlogs d'août, pour moi, c'est que Lena a réussi à faire ce que peu de personnes ont réussi à faire, en tout cas à son époque, enfin à l'époque où elle a commencé les vlogs. Elle est venue apporter quelque chose qui n'avait pas été fait en France dans le vlog. Faut savoir que un vlog, je vais pas vous refaire qu'est-ce qu'un vlog, en vrai. Ça, vous le savez, je pense que vous avez vu ma vidéo sur le vlog, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les vlogs de Lena, les vlogs d'août, c'est vraiment un truc où on a l'impression que c'est des vlogs du quotidien, où on va la suivre dans un quotidien comme on peut suivre genre le daily vlog à l'ancienne. Sauf qu'en réalité, les vlogs d'août, c'est des vlogs narratifs. C'est des vlogs qui sont à la fois mis en scène, à la fois naturels. Donc ça prend le truc du daily vlog, de réveil, activité, journée, coucher, etc. En vrai, c'était genre brillant. Mais merci pour tous vos subs, en fait, au passage, tant qu'on y est. Lena, elle s'est imposée sur YouTube en France avec... ça a été la première, en fait, à mettre en avant le travail entrepreneurial, puisqu'avant ça, dans le vlog, on voyait juste les femmes qui faisaient... Enfin, c'était genré plus, alors que le vlog narratif, il est beaucoup moins genré, mais le vlog du quotidien, genre le daily vlog et tout, c'était très travail du corps et travail domestique, et Lena, elle est arrivée avec un peu cette vibe US, notamment avec le storytelling, etc. Et ça a été une enfant de la pop culture, et finalement, je trouve que le vlog, c'est un bon condensé de tout ça, parce que elle arrive à faire ce que personne n'a réussi à faire, en fait. Voilà. J'ai mis but, non, elle ne parle pas de rien, parce que, évidemment, Boubou, ici présent, vous direz précisément que Léna appartient à la petite bourgeoisie. Parce que c'est une Parisienne, qu'elle a un gros capital culturel, qu'elle a ses deux parents qui sont artistes. Donc cette saison, il y a quand même des chiffres qui sont un peu phares. Elle a enregistré 3,4 millions de vues, avec 61% en plus d'impact sur le chiffre d'affaires de Adidas, mais on va en parler. Et si jamais, moi j'ai fait une grande critique de la saison 8 où je suis vraiment revenue tout en détail sur mon Patreon, où j'ai fait pas mal d'articles. Enfin vraiment la saison 8 je l'avais poncée parce que je l'avais trouvée très désagréable, la saison 8. Là pour le coup, cette saison 9, j'ai un avis qui est plus mitigé. Par contre, il faut savoir que de ce que j'ai vu pour l'instant, il semblerait que cette saison enregistre 12% en moins de vues à peu près que la saison dernière. Après, ça, comme c'est analysé sur un an en décalage, on peut se dire que d'ici un an, elle aura récupéré. Mais en somme, elle est quand même très stable dans les stats et les vlogs d'août, ça reste un monument. Alors j'ai vu 45 millions perso. Et je trouve ça fou quand même parce que il est vraiment à induire en erreur parce qu'il y en a plein qui me l'ont envoyé. En fait, c'est sur sa chaîne globale. 1 million. Mais non, on est en 34 millions de vues, non, c'est ça? Avec 1 million sur chaque vidéo, elle en fait 31. Elle a pas fait 1 million sur chacune. Il y en a qui sont à 900 000. On est à ça? J'ai fait les calculs avec ma calculatrice. J'ai mon chiffre précis si vous voulez. Bon. En tout cas, cette saison, la saison dernière, elle est un peu plus haute. Elle est à 3,7. La question, moi, que je vous pose à vous, c'est cette saison, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez relevées, que vous avez vues? Là, c'est votre tour, c'est à vous. Pour ceux et celles qui l'ont regardé, quels sont vos retours? Après, des fois, je peux grave me tromper, hein. Je le dis hein, en termes de chiffres. Enfin, je me trompais en plein de choses, mais précisément en termes de chiffres, je peux grave me tromper. C'est la première année que je regarde les vlogs d'août dans le but de ton débrief. Quoi? Bilal, personnage incroyable. J'avoue, Bilal, vraiment, après moi, Bilal, genre, je l'apprécie avant les vlogs. Je trouve que Bilal, c'est Bilal. C'est vraiment. Le nombre d'invités, c'est intéressant, on va y revenir. J'ai pas fait mes devoirs, pardon. Beaucoup de placements de produits pour moi. On va en parler, ça va être un gros truc. Dans la saison 8, dans la saison d'avant, j'avais soulevé 3 choses. Le premier, c'était que c'était... Mais là, on va pas y revenir non plus en détail sur ça, mais le fait que ça soit des vacances de riches, c'était un vrai truc l'année dernière que j'avais soulevé.
les placements de produits que je trouvais vraiment étranges. Et cette année, j'ai un gros truc sur les placements. La Fast Life, la team Dyscalculie ne te chargera pas des noises, promis. La course tous les jours pour l'assaut, on va aussi en parler. Ça a l'air horrible ces vacances, on court partout. Elle était peu au pop-up. Grave, je suis grave d'accord. Cette année, j'ai pas regardé sauf les 2 premiers épisodes. Oupsie, super, vous avez pas fait vos petits devoirs. La Vloghouse, par contre, ça marchait trop bien. Et là, alors, je vais vous avouer, j'ai analysé que la première partie pour ce live parce que, en fait, je pense pas qu'on aura le temps de tout faire. Mais globalement, moi, ce que j'ai retenu de cette saison, c'est plusieurs choses qu'on va revenir, dont on va parler donc pendant ce live. On va parler des placements de produits, de la production des vlogs, de l'authenticité, de sa nouvelle cible de positionnement et de la culture, et notamment donc de Boubou. Ça doit être incroyable d'avoir autant d'argent pour faire autant ce qu'on veut, tellement, mais toujours good vibe. Good vibe. J'ai regardé genre 6-7 jours, je crois, j'avais un peu de mal à voir quelqu'un en vac, mais les endroits sont super cool quand on y est. Mais cool quand j'y étais pas. La pompote et les choupa choups à n'importe quel moment m'ont marqué personnellement. Ah, ça veut dire que le placement de produit était bien fait. J'ai bien aimé les premiers épisodes, mais la villa, j'ai pas accroché. Personnellement, j'ai un peu plus accroché sur le côté villa, de la deuxième partie. Alors les trucs d'écologie et tout, j'en avais aussi parlé l'année dernière. Étant une personne qui ne regarde pas les vlogs d'Oux, ce qui me marque, c'est le fait que ça soit super connu. J'en entends parler chaque année par mes neveux et nièces. Depuis que je regarde quelques années, cette année, contrairement aux autres, elle n'a pas eu besoin de faire de pause ni rien, pas de vidéos préenregistrées, etc. Ok. Mais on va parler de tout ça. Des fois, je trouve ça incroyable qu'elle se considère introvertie alors qu'elle n'arrête pas de sortir. Moi, je pense qu'elle est vraiment introvertie. Ça, je le mettrais pas du tout en doute pour le coup. Pour le coup, en fait, on peut être introverti et comment on dit moi, je suis introvertie, mais je suis sociable. Mais avant, on va faire le générique. Alors, je vous avoue que j'avais prévu de faire le live en 2 parties et de commencer par le générique, qu'on le regarde et qu'on se mette d'accord pour faire un peu, genre, voir les différences et pas les différences. Mais je me suis dit qu'en vrai, il y a déjà tellement de choses à dire sur le reste. Mais j'aimerais beaucoup qu'on parle du générique aussi parce que, en gros, le générique, il a été créé par, il s'appelle Timothée. Et en fait, il a déjà réalisé la saison 8 et la saison 9. Et personnellement, moi, ce générique de la saison 9, genre en mode Wings, l'année dernière, c'était les Totally Spice. Et personnellement, je l'ai trouvé pas fou. Alors si, en fait, je trouve que maintenant, le générique, il est un peu vu et revu et que c'est compliqué de faire des nouvelles choses. Mais il faut savoir que le Timothée, du coup, en même temps, il tournait des TikTok pour montrer toutes les petites choses qu'il avait rajoutées en plus, puisque à chaque épisode, il fait évoluer le générique pour mettre des petits... Et personnellement, j'ai trouvé ça too much cette année. Mais globalement, culturellement, le générique, c'est pour vraiment signifier, c'est une série. Maintenant, ça se fait de plus en plus. En plus, la personne, du coup, qui s'occupe de ça, elle fait aussi les génériques pour plein d'autres choses, et il y a plein de génériques qui sont mis... Elle a fait aussi Sandy Jewel et tout, jusqu'à l'épisode 14. Alors, du coup, c'est cette personne... Mais la vie, elle est rude, en fait. Moi, j'ai pas les skills de faire les choses tout le temps bien. C'est pour ça que je suis partie faire de la socio, en fait. Parce que je savais que j'étais pas allée dans la situation. Oh, déjà, j'ai pas les moyens aussi. Là, on a ça, qui est un pic à Gaël Garcia Diaz. Est-ce que vous avez la référence? C'est parce que Gaël Garcia Diaz, dans un live, elle a dit « Attends, mais elle a vendu que 50 000 trucs ?» En mode, c'était nul. En fait, c'était juste le nombre qu'elle avait vendu, genre, je crois, dans la journée ou autre. Bref, et du coup, bah, elle a mis... Ensuite, il y a Twitch. Ensuite, bon, il y a plein de rêves que moi, j'ai pas, hein, je vous le dis. Les Totally Spice d'avant. Et du coup, je trouve ça trop marrant parce que le fait qu'elle dise « Maintenant, j'ai de l'argent », mais en fait, je trouve que d'un coup, elle inscrit le fait que, genre, vous allez regarder des vacances de riches. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode choqués de dire oui, mais en fait, c'est une riche qui part en vacances et on regarde ça et tout. Mais en gros, clairement, elle le dit dans le générique. Et en plus de ça, on l'accepte, mais il y a des choses à dire, quoi. Et ce qui est fort chez Léna, c'est qu'il y a un truc de gentrification avec... En fait, elle arrive à apprendre tout ce qui est culture bourgeoise et la donner sur des plateformes qui sont censées être genre avec des références culturelles populaires. Genre, elle fait vraiment partie, on va en parler plus en détail, mais elle fait vraiment partie d'un milieu précis qui permet ça. Ouais. Parce que du coup, elle a dit je n'ai pas d'argent et tout, et après, comme elle a eu de l'argent, tout le monde lui a dit de rajouter le petit bout. Ah oui, non, ça fait longtemps qu'elle le dit, elle le dit depuis la saison, je sais pas, 3 ou 4, 2, 3, 4, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire que du coup, genre les gens cette année, j'ai l'impression qu'ils ont découvert que
c'était des vacances de riches, alors qu'en vrai, l'année dernière, c'était déjà ça. Donc, bref. Donc, là, elle a mis les trucs importants qu'il y a eu. Donc, genre, là, elle fait de la pub, entre guillemets, pour le musée Grévin, puisqu'il y a quand même sa statue au musée Grévin, enfin, Queen, hein, en vrai. Ensuite, là, c'était quand elle était à Cannes, où elle a fait, genre, débat à cause de sa tenue vestimentaire. Et moi, là, j'ai bugué sur ça. Parce que du coup, là, elle fait de la pub pour son podcast, mais aussi pour sa collection, et notamment pour le BHV. Déjà choquée parce que c'était la première fois qu'elle faisait vraiment genre de la pub pour un centre commercial, mais encore une fois, ça va être ses vêtements. Et du coup, ça questionne vraiment de à quel moment on met collaboration commerciale en fait. Ah, à ce qui paraît, le 217, c'est pour... j'ai ouï dire sur des articles People que ça serait pour danser avec les stars. Voilà. Je trouve pas que c'est une pub pour le BHV, elle a juste repris un moment iconique pour elle. Ben moi, après, le truc c'est que, ouais, je me suis dit, quand j'ai vu ça, why not? Allez, ça passe. Vraiment, je me suis dit, ça passe, mais je me suis dit, on a quand même franchi quelque chose qu'on n'avait jamais franchi avant dans les génériques de Lena Situation. Et ça va être pire, après. Mais en fait, je pense que vraiment, vous confondez... extraverti, enfin là c'est un point de vue, j'ai pas assez de trucs dessus, mais de ce que j'ai compris, en fait, introverti, enfin de ce que je sais en psycho, c'est que introverti, c'est avoir besoin d'être seul pour recharger ses batteries, alors que extraverti, c'est avoir besoin d'être ensemble avec des gens pour recharger ses batteries. Il y a des gens qui ont besoin des autres pour... voilà quoi. Ça m'étonne aussi qu'elle ait pas de femme de ménage toujours. Alors ça, ouais, mais en fait, on sait pas en vrai. Parce que je pense que si elle en avait une, elle le dirait pas quand même. Enfin là, on parle de mise en scène, tu te mets pas en scène avec une femme de ménage. Il faut se dire que les vlogs, c'est pas la réalité quand même. Enfin, je veux dire que Léna, elle montre ce qu'elle a envie de montrer. C'est le principe du vlog, en fait, c'est de mettre en scène un peu de réalité. Je suis persuadée qu'aucune des influenceurs, influenceuses qui ont des femmes de ménage, et pour le coup, j'en connais, mais elles font pas forcément du vlog, quoique, finalement, c'en est un peu. Mais ne dites pas qu'elles ont une femme de ménage. En fait, les vlogs d'août, elles filment ses vacances qui ne sont pas, puisque c'est un mois où elles bossent le plus de l'année, et du coup, ça donne un côté faux de vacances, et ça perd le principe du truc. Ouais, c'est vrai qu'elle dit que le 31, elle part en vacances. Vraiment l'intro. Mais j'ai plus de voix. En fait, je crois que je suis malade. En fait, j'en suis sûre, en fait. Je dis ça, mais depuis hier, je fais que le dire. Les trucs, il a aussi un petit peu une volonté de se faire connaître, et du coup, il a créé ce truc de... Il a pas fait de ouf non plus, hein. Genre, il en a fait 2, je crois. Où vraiment il dit qu'est-ce que j'ajoute ou qu'est-ce que j'ai ajouté, etc. pour pousser les gens à... Et en plus, il y a une pub de Gazak, enfin, il y a une pub de l'UNICEF. C'est pas l'UNICEF, si, qui passe pendant le truc du vlog d'août. Marie Lopez dit qu'elle est une femme de ménage. Elle a commencé à le dire quand ça? Ah, j'ai pas entendu. J'avoue que son père l'aide à Léna. Mais on va en parler. Vous voulez regarder les génériques ou vous voulez parler de la production vidéo de Léna? Parce que c'est le premier chapitre de par quoi on va commencer. Alors, on va parler de la production des vlogs. Donc, question. C'était la question que je me suis posée pendant tous les vlogs d'août. Pourquoi continuer à faire le montage? Alors que, comme on le dit, c'est le mois où elle travaille le plus. Du coup, c'est quoi vos suppositions? On va essayer d'en débattre ensemble. J'ai pas de réponse, hein. Là, en fait, je vais vous amener moi ce que je pense et on va en discuter, mais je peux pas vous dire, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, je veux dire, là, je mets quand même de la nuance et tout. Je vous donne mon avis, mais on n'est pas sur un truc de... Alors, tu peux être introverti et très sociable. Oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment introvertie et sociable. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai eu des problèmes dans mes relations. Alors, contrôle fric, défi personnel, les placements de produits, chaque partie de ce qu'on va dire est intéressant. N'allons pas trop vite. Apprenez la patience. Elle se plaint. Alors, oui, tout à fait. Contrôler son image. Alors, moi, j'ai dit. Lise qui me dit bonjour, c'est la première fois que je viens sur le live. Comment ça se passe ici? Eh bien, ça se passe bien. Les gens sont gentils. J'espère. Non, en vrai, c'est toujours trop bien. Et moi, je suis toujours un peu timide. Alors, légitimité à être proche de son public. Tout à fait. Elle aime contrôler ce qu'il y a dans la vidéo. Ouais, ça pourrait être un truc de... Mais j'ai pas l'impression qu'elle est si contrôle fric que ça, Léna, contrairement du coup à Solène. Mais peut-être je me trompe, elle est peut-être hyper perfectionniste. Mais je trouve que le vlog, c'est quand même dur d'être perfectionniste. Parce que déjà, publier 31 vlogs, c'est une prouesse en soi.
Alors, moi, j'ai dit pour garder le lien avec la communauté. euh, et ce que tu dis, Boni, Bodinop, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une vraie question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle continue vraiment à faire le montage ou est-ce que c'est de la mise en scène et elle fait pas son montage. Naïvement et honnêtement, moi j'ai envie de la croire et de me dire elle fait son montage, elle perd vraiment 2 heures, 3 heures et puis j'ai l'impression que ce qu'elle dit autour de... on va y venir mais... Euh, parce qu'il y a le truc de genre tout le monde lui dirait si elle était juste en vacances ça va en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de de très libéral hein, de méritocratie de travail mérite je travaille donc je peux partir en vacances vu comme c'est boring comme le montage j'espère elle le fait elle-même peut-être qu'elle fait un dérush et qu'elle envoie à quelqu'un et ça serait déjà humainement plus plausible moi je pense qu'elle fait son montage et qu'elle le lâche sinon on lui reprocherait d'avoir perdu ouais je pense qu'elle le lâche pas ouais donc, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure pour y revenir, c'est que j'ai l'impression que sa souffrance par rapport au montage, elle est réelle. Il y a vraiment aussi... Alors, est-ce que c'est de la mise en scène? Est-ce que c'est du réel? Moi, je pense que c'est du réel, mais il y a quand même toutes les personnes qu'elle va rencontrer durant les lives qui vont lui dire «Meuf, c'est un truc de ouf ce que tu fais, c'est un truc de ouf ton montage. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la mise en scène?» Et on pourra jamais vraiment savoir. Est-ce que... parce que elle fait aussi tout le temps une petite danse de la joie quand elle a fini son montage. Donc on va la voir quand elle travaille, elle va laisser tous les passages où on la voit, elle va travailler beaucoup quand elle est en voiture. Euh, Même GMK, là, il va lui dire qu'il est hyper impressionné. Jilcy aussi va lui dire en mode voilà. Et pendant qu'elle est dans la vlog house, je crois qu'il y a 2 jours où elle se filme pas en train de faire du montage et je pense qu'il y a tout le monde qui dit mais Léna pourquoi tu prends pas un monteur. Il y a vraiment Jilcy et tout qui sont en mode mais meuf elle a pas de monteur. Non mais n'importe quoi elle ment, elle a vraiment un monteur et tout. Et en fait ils sont en mode non elle en a pas. Et après je crois que dans 2 épisodes quand elle a la vlog house on la voit plus faire du montage et je me suis demandé si là elle faisait vraiment plus son montage. Moi je suis naïve mais je pense que ça serait un gros manque de sincérité si elle ne le faisait pas vraiment. Ben moi je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, je sais que c'est vénère. En fait, je pense que c'est très vénère de faire du montage, mais je pense qu'elle a des skills et peut-être c'est naïf de ma part, mais je pense sincèrement qu'elle fait ses montages. Hein. Waouh, ton taf est incroyable. Oui, il y a un truc de culpabilité aussi. Peut-être qu'elle culpabilise de ne pas avoir besoin de travailler. Ou moi, je pense que c'est plus pour gagner un lien. Moi, je pense vraiment que le fait de vouloir garder du lien avec sa commu, c'est quand même, il y a un truc. Je crois qu'il y a aussi Big Flo à un moment qui lui dit d'embaucher un monteur. Il y a toutes les blagues sur Seb qui sera ultra soulagé qu'elle arrête. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça soit de la mise en scène, ça serait quand même gros. Après, c'est peut-être des très bons acteurs et actrices, mais bon. Moi, je pense qu'elle le fait aussi. Ensuite, il y a des petits moments où elle dit que elle est fatiguée, qu'elle enchaîne, qu'elle a. Enfin, tu sens qu'elle est vraiment stressée. Genre que les montages, ça la rend zinzibar, en fait. Elle dit je me suis engagée, elle loupe des activités. Enfin, je veux dire, ça serait too much en vrai. En tout cas, elle fait un truc, c'est sûr et certain. Et à un moment, elle dit je me suis engagée à faire des blogs et à les faire bien, mais c'est aussi mon style d'être une bonne pote et aussi mon style d'aller aux activités que j'ai payées. Et en fait, elle y va pas parce qu'elle arrive en retard. Et à un moment, elle dit, enfin, elle fait un peu une crise. Elle dit le blog va être en retard. Pourquoi on s'est amusé au lieu de travailler? Avec un peu un ton humoristique. Et à un moment, genre Seb, il prend la caméra et elle dit oh, ça va, j'ai juste fait un petit mental breakdown, rien de bien grave. Et en fait, il y a une tendance même à minimiser globalement sa santé mentale. Et je pense que honnêtement, je pense qu'elle fait ses montages. Voilà, moi je le dis. Je pense qu'honnêtement, oui, parce que j'ai pas l'impression, enfin j'ai vraiment l'impression que des fois on la voit vraiment craquer et être à bout en fait. Et même on voit l'anxiété augmenter d'épisode en épisode. On va en parler parce que du coup cette année, j'ai l'impression qu'elle a fui toutes ces petites pensées internes. D'habitude, elle prend des jours off où elle prend un peu de temps. Et comment dire, elle va commencer à boire de plus en plus. Si on va parler de l'alcool aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'alcool dans cette... J'ai l'impression que vraiment, elle a décidé de s'entourer de plein de gens et de faire plein de choses. À un moment, elle dit ah, je suis stressée parce que j'ai des petites voix. Puis en fait, après, elle va se baigner. Après, elle fait son truc, enfin, son... Donc moi, je pense honnêtement qu'elle fait montage et je pense qu'elle le fait pour 2 raisons. Pour garder un lien avec sa communauté et aussi pour montrer qu'elle travaille. Mais est-ce qu'elle va continuer le montage Je sais pas. Le fait d'avoir l'impression de louper des opportunités tout le temps, c'est le faux mot. Perso, cela me créerait de l'anxiété de voir ça dans le premier vlog. Mais moi, vraiment, cette année, je vous avoue que le fait de la voir... j'ai eu ça avec Marie aussi, où j'ai dû arrêter de la suivre à un moment, parce que là, vraiment, à un moment, elle a enchaîné la vloghouse et elle avait 3 jours off et elle a enchaîné. Et je sais pas, je la regardais à Léna, là, et ça me... J'étais en mode...
ah, ça m'étouffe. En fait, je me sens étouffée parce qu'elle disait, ah, il faut que enfin, tu voyais que tout son corps envoyait des signes de stop et que elle était en mode, non, mais en fait, on va les boire, en fait, on va aller faire la fête. On va pas dormir et tout. Et tu sais, j'étais en mode, ah, ça me stresse. Et ça, c'est la première année où je pense que les vlogs m'ont un peu créé un peu un sentiment d'angoisse, on va dire. Et c'est là où on peut questionner son côté introverti. Oui, parce que souvent on la voit seule et en train de faire des coloriages. Il faut se rappeler que quand même Léna, elle a fait un ulcère à l'estomac. Donc voilà. Et moi, je trouve que en somme, ça questionne plein de choses, etc. Mais c'est surtout, on va y revenir après, le fait de regarder ça, ça peut créer aussi chez beaucoup de gens un peu une anxiété de pas assez travailler, de pas assez en faire, etc. Parce que en fait, elle est en mode oui, il faut prendre soin de soi, il faut prendre le temps d'eux, mais en même temps, elle donne un peu le manuel parfait en fait pour faire un ulcère à l'estomac en fait. Si vous voulez faire de l'anxiété généralisée à un ulcère, faites 31 jours de montage et prenez pas soin de votre santé. Enfin, et buvez beaucoup d'alcool par la même occasion. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même un truc derrière qui est le message, il est pas fou. Parce qu'on n'a pas besoin de autant pour. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait qu'elle prenne un monteur. Voilà. C'est vraiment du productivisme à l'extrême. Le montage peut être ressourçant pour le repos social. En vrai, là, vraiment, moi, je suis en vacances avec mes copains. Je pleure, en vrai. Je fais des crises de nerfs si je dois taper des montages. Et oui, alors, cette année, Léna, elle a pas fait de... Je veux pas en parler parce que... voilà, mais cette année, j'ai trouvé... Enfin, elle a pas parlé L'année dernière, elle nous a fait des genres arrivés détox, sucré et tout. Cette année, elle a pas fait. J'étais super contente. C'est son papa qui fait ses machines et son ménage, elle a dit dans le vlog avec une discussion avec lui. Oui, sur toutes les charges domestiques, mais je sais pas si elle le rémunère, je pense que c'est possible que ça soit le cas. Il y a aussi le truc de je ne change pas même si je gagne beaucoup d'argent. Ah oui, super intéressant, Sabi, je suis absolument d'accord. Elle aurait les moyens financiers de payer quelqu'un, mais fait le choix de ne pas. Enfin, de rappeler qu'elle est toujours la même. Mais le truc, c'est que du coup, ça pose un problème parce que maintenant, elle fait plus les mêmes vacances qu'avant, en fait. C'est genre. Elle a des vacances qui sont des vacances de riches qui payent des monteurs en fait. Et c'est pour ça aussi peut-être que tous ses potes qui sont riches lui disent meuf, ça n'a pas de sens en fait. Maintenant tu es censé pouvoir te divertir et elle est en mode non, je reste liée, je reste une. Un peu, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu un truc de la. Le sacrifice, enfin du martyr un peu. C'est un peu alimenté le truc du martyr, j'ai l'impression. Les gens, ils ont dit waouh, je vais regarder en fait. Je trouve qu'elle est assez transparente sur le fait qu'elle est négative, ouais, sur la santé mentale et de voir une psy et des moyens malsains de gérer, etc. etc. Donc oui, ah oui, bah alors pour sa santé mentale, je trouve qu'elle est très transparente. Mais tout à la fois en produisant les choses qui la rendent malade et c'est enfin, qui la rendent oui, malade. Voilà. Ensuite, j'avais mis un petit truc où je trouve que cette année, dans les vlogs, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le fait que j'ai l'impression qu'elle s'est mis un petit peu à l'écart cette année et qu'elle a laissé de la place aux gens. On va y revenir après, parce que marketingment parlant, il y a des choses à dire. Mais juste, il y a eu beaucoup plus de gens, il y a eu un cercle beaucoup plus élargi. Et notamment, elle a fait de la pub pour l'agence de Seb, enfin son agence de vidéo. Elle a saucé Solène, et il faudrait qu'on discute de Solène. Ah oui, mais il y a aussi... Oui. Là, on était sur la production vidéo, mais oui, il y a le fait de courir aussi 1 km par jour. Zinzin, mais on va en reparler après de ça. Du coup, j'ai trouvé que dans cette saison, ouais, elle avait tendance à... voilà, à laisser un peu de briller les autres et à se mettre un peu en retrait et à être un peu dans ce truc-là, je sais pas. En tout cas, tous ses amis sont soit des influenceurs, soit des artistes, et c'est vrai que ça me fait rire parce que cet été, là, je vous prépare un vlog sociaux de la musique, et j'ai voulu filmer des potes en vacances, sauf qu'aucun de mes potes sont influenceurs, et du coup, bah, je peux pas filmer, genre, c'est pas un truc... tu sais, genre, là, le truc des vlogs aussi, c'est que, on va en parler avec le fait de l'authenticité, c'est qu'il y a une authenticité qui est possible parce que c'est les situations. Mais ce que je voulais dire, c'est que Solène, on n'en parle pas beaucoup, mais Solène, c'est une énorme travailleuse de l'ombre. Pour moi, en fait, c'est pas Léna situation. Dans ma tête, c'est toujours Léna plus Solène. Parce que derrière Léna, il y a Solène. Et Solène, c'est vraiment l'agent de l'ordre. Et Léna, c'est vraiment l'agent du chaos. Et je trouve qu'elles arrivent à former un truc comme ça, là. Qui, je me questionne, combien elle paye Solène, en fait. Parce que Solène, c'est... Genre, à un moment, elle explique son travail. Et Solène, elle a même pas de vrai poste. Enfin, elle a un travail flou. J'ai l'impression que Solène, elle travaille de ouf. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle travaille de ouf aussi. Sauf que, elle travaille pour Léna. Je sais pas si elle se soit arrangée autrement, mais Solène,
c'est genre, c'est précieux, quoi, je trouve. À un moment, Solène a dit, je suis pas ton assistante, mais en vrai, moi, je trouve qu'elle a un peu un taf qui est celui d'assistant, en fait. C'est qu'elle gère... En fait, Léna a une idée et Solène gère tout derrière. Enfin, c'est le taf d'un assistant, en fait. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est fou, en fait. Le duo est assez fou. Mais ça fait quelques temps que dans ses vidéos, dans ses stories, dans les vidéos où elle est invitée, elle mentionne plus ou moins avec humour son rapport à son corps, que c'est compliqué, qu'elle se trouve moche et grosse. Ouais, elle en a parlé dans les épisodes 1 et 2 de ça. Aussi cette année. Assistante de direction. J'ai presque 28 ans et j'ai toujours du mal à me sentir adulte. Mais moi, je me sens adulte... Est-ce que je me sens adulte? Est-ce qu'on se sent adulte? Est-ce que c'est pas juste un truc genre de société? Genre un truc de se dire... Moi, je me sens quand même beaucoup plus mature. Enfin, si, je me sens grave mature, mais en fait, je me sens mature, mais à la fois, je me prends pas au sérieux. J'ai l'impression que les gens adultes se prennent très au sérieux. Ouais, c'est une manière de faire un bilan de tout ce que la bande est devenue. Et ouais, c'est ce qui est fort, c'est que ça reprend un peu les codes de Friends, de voir des gens évoluer au fil des années et de les mettre un peu plus en avant. Mais du coup, on va parler de ce qui nous intéresse, l'authenticité. Alors l'authenticité, c'est quelque chose que j'ai écrit beaucoup dessus dans mon mémoire de recherche, c'est un gros truc. Donc je vais être un peu exhaustive parce que en vrai, Lena Situation, elle rentre dans une catégorie précise d'influenceurs, d'influenceuses, elle n'est pas la seule à faire ça. J'ai attribué un nom à cette catégorie. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais l'authenticité, c'est un truc qui est très à la mode dans le vlog aujourd'hui sur YouTube. C'est un truc qui est politiquement en vibe. En vibe. Si, c'est en... Non, politiquement en vogue. Des vlogs plus authentiques, qu'est-ce que vous avez pensé des vlogs, en fait? Et ouais, et elle adore Friends, et il y a 10 saisons comme dans Friends. Et moi, je pense qu'elle va s'arrêter à la saison 10. Mais j'avais déjà pronostiqué ça à la saison 8. Mais je pense qu'elle va s'arrêter à la 10. Après, peut-être qu'elle va faire mentir tout le monde et elle va continuer. Mais j'ai l'impression que ça y est, ça s'essouffle. Honnêtement, j'ai l'impression que ça s'essouffle. Et j'ai l'impression qu'elle a juste envie de faire d'autres choses. Et t'as chopé le vocabulaire de Solène, c'est une vibe. Alors, en fait, cette année, elle a dit qu'elle avait fait des vlogs beaucoup plus longs, où il papotait plus, où il y avait moins de cuts. Marcus a dit que c'était genre des vlogs plus matures, et du coup, elle a mis de plus en plus ses potes à l'écran, mais c'est pas juste... en fait, elle va laisser plus de moments de vie, plus de moments de quotidien, plus de moments... voilà, et aussi il va y avoir une diversité de personnes où moi je vous avoue que quand j'ai vu la vlog house, j'ai commencé à faire des pronostics et je me suis dit, parce qu'il y a Bilal, donc elle a tout ce groupe de potes qui est très queer en fait, et de l'autre côté elle a politiquement ils sont pas du tout sur le même... voilà, elle a les mascus quoi on va dire, mais c'est pas vraiment des mascus non plus, hein. Mais vous avez compris, donc elle a deux groupes quand même très différents qui sont quand même politiquement... je sais pas s'ils sont différents politiquement, mais en tout cas, ils sont pas sur le même continuum. Et j'ai dit, purée, si elle invite Jilcy, ça va être compliqué. Et au final, à la fin, elle dit, oui, Jilcy, ça a été le plus compliqué à convaincre de mélanger tout le monde et tout, et ça m'étonne pas. Mais j'ai l'impression qu'elle a voulu mettre en avant tout son groupe de potes, et j'ai trouvé ça pas mal, et je trouvais qu'il y avait plus de diversité, parce que les années d'avant, j'étais un peu en mode... Le Vloghouse, par contre, égale que des boys, par contre, même si c'est LGBT. Alors ça, ouais, le fait qu'il y ait que des boys... c'est présent depuis tout le temps, mais c'est présent, enfin genre c'est que les meufs d'eux qui sont mis en avant, les meufs de ses copains mecs. Les vlogs plus longs par contre pour moi c'est pas plus l'authentique, c'est parce que YouTube préfère maintenant les vidéos plus longues, et à un moment je crois que Seb il lui dit pourquoi je dis si particulièrement, bah parce qu'au final je sais pas, enfin si je le sais parce que Jesse, enfin Jesse il est un peu problématique, non? Il y a Adèle à la fin et il y a Magla. Moi, je me prononce pas pour Jilcy parce que j'arrive pas à le cerner. J'avoue que c'est une personne que j'arrive pas à cerner. Tu sais, c'est rare que j'ai pas un avis tranché. Non, c'est pas rare, en vrai, ça m'arrive souvent. Mais Jilcy, j'ai un peu du mal à le cerner parce que c'est un mec qui a vécu genre du harcèlement et tout. Et en vrai, j'arrive pas à le cerner. Mais à la fois, je dirais pas que c'est une bonne personne. Quand je le vois, je suis pas en mode c'est une bonne vibe. Marcus, j'ai l'impression que souvent, il a sous-entendu un peu genre... Pas que Jilcy était problématique, mais plus son désarroi face à Jilcy. Et moi, pareil, j'ai vu le vlog avec Anime, et Anime, il faudrait qu'on en discute aussi. Par contre, Anime, vraiment, il a une vibe de bully. Mais je sais pas s'il il a une vibe de bully ou s'il il est juste incapable de relationner avec des gens sans leur casser les couilles. Ou parce qu'il est jeune, etc. Mais je trouve qu'il a une petite vibe. Genre, moi, il me ferait sentir pas à l'aise, Anime. Pour en rester sur
Là, on sort les grands mots. Donc, l'authenticité, je vous ai spoil, mais je veux juste plaisir. Il y a le truc de l'authenticité, de plus papoter, etc. Mais il faut aussi se dire que les vlogs aujourd'hui n'ont plus besoin de prouver qu'ils sont quelque chose de cool. En fait, culturellement, le vlog est quand même inscrit dans un truc où tout le monde est trop heureux de passer sur les vlogs. On y reviendra aussi parce qu'il y a plein de choses qui m'ont questionné sur ça. C'est le fait que Léna fasse du vlog et fasse des vlogs d'août. J'ai l'impression que du coup, ça lui donne un certain passe-droit dans plein de choses. Et j'ai l'impression que du coup, les gens, ils sont plus à l'aise et plus heureux de venir sur ces vlogs et de se montrer, de se présenter, etc. Parce que en fait, c'est une opportunité juste incroyable, en fait, d'être dans des vlogs d'août. Moi, n'empêche que Marcus et Solène, je trouve ça cute comme amitié, même s'il y a un peu... Moi aussi, je trouve ça cute. Genre, vraiment, je trouve ça très cute. Le papa de Lena aussi, très cute. Vraiment, très cute. Il y a... Quand j'ai étudié l'authenticité, c'est vraiment ce livre que moi, je vous conseille le plus. C'est La Société des Singularités de Andreas Redwitz. Et en fait, le capitalisme... Alors, attention, c'est la partie, la partie où je vais sortir... mes grands mots là, mais en gros, quand le capitalisme a commencé, on a commencé à vendre des choses nouvelles, et aujourd'hui on est arrivé dans une ère où il est quand même difficile de créer de nouvelles choses, et du coup on va marchandiser des choses qu'on n'a jamais marchandisées avant, et ça va être, avant on marchandisait des objets, et maintenant on va de plus en plus profond, et on marchandise l'intimité. Et maintenant qu'on a marchandisé le vlog, etc., les voyages, etc., on va encore aller plus loin et on va marchandiser les individus où on devient un petit peu des objets en fait. Et ça a été théorisé par cette personne qui montre que l'économie contemporaine valorise l'unique, l'authentique plutôt que le standard. Et en gros, il décrit un peu cette nouvelle classe moyenne créative qui cumule à la fois capital économique et culturel. Il faut savoir que pendant longtemps, les gens qui avaient la culture et les gens qui avaient l'économie, ils avaient un peu tendance à... Putain, je tape tout le temps dans mon micro. Pas être... Enfin, c'est deux bourgeoisies qui s'entendent pas, ok? À la base. Et là, c'est faire fusionner, en fait, des choses... Enfin, deux courants qui étaient quand même historiquement très opposés. Et donc, Léna, elle va correspondre à cette bourgeoisie culturelle avec plein de références artistiques, le voyage, les goûts, etc., mais dans une logique entrepreneuriale. Et donc elle va transformer son habitus de petite bourgeoise en fait en de l'argent. En fait, c'est le fait, elle va transformer tout son être qui est donc un être qui a été éduqué avec de la culture, avec tout un capital culturel, elle va réussir à le transformer en de l'argent. Et le problème, c'est que c'est complexe quand même d'allier authenticité, mais ça c'est pas que pour Léna, hein, c'est le vlog, il est quand même complexe de se prétendre authentique et de le verbaliser, etc. Parce qu'en réalité, en fait, Léna, elle a tout intérêt à prouver qu'elle est une vraie personne, en fait. Qu'elle est comme tout le monde, parce que même si c'est vrai, il y a aussi une logique commerciale derrière où elle doit garder quand même ce truc de je suis comme vous. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui manque dans les vlogs, et je pense pas qu'on l'aura, mais moi, ça m'a manqué, et je me serais dit, waouh, c'est dingue, parce que je trouve qu'il y a vraiment... il manque vraiment un discours autour de leurs privilèges. Il y a vraiment des fois, ça a été fait dans des grands hôtels, ça a été fait une fois quand ils sont dans un hôtel, mais je trouve que des fois c'est un peu indécent. Voilà, je trouve que c'est un peu indécent, j'avoue, mais c'est surtout que je trouve que quand ils discutent de tout ça, ils se positionnent jamais comme comme des gens riches en fait, et je trouve que ça manque un peu de rappeler qu'ils sont pas riches mais juste très riches en fait. Là on parle même, enfin c'est des gens très riches, et le fait que du coup ils soient dans des endroits encore plus riches qu'eux, genre des endroits qui les dépassent, ça donne un peu l'impression que c'est des gens normaux, moyens, alors que c'est juste des gens très riches qui sont dans des endroits pour ultra riches et qui eux sont plutôt des nouveaux riches, un peu genre des nouveaux entre guillemets, qui sont dans des gros milieux de gros riches où ils sont pas à l'aise. Mais logiquement, enfin, je trouve qu'il y a quand même une différence à faire entre authenticité qui est très marketing et transparence. Et on est plus sur de l'authenticité que sur de la transparence. Son petit verre de la fin où elle le boit au Ritz comme si rien n'était. Oui, et il y a plein de choses comme ça. Ou quand elle dit à Jamka, moi j'ai un Vespa 50cc, alors je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, elle dit ça en mode haha, moi genre je fais pas le figure avec mon Vespa, mais t'es en mode frère, un Vespa 50cc, c'est un scoot de riche en fait. Enfin, je veux dire, pardon, mais. Alors, ok, à côté des voitures de GMK, c'est rien, mais frère en fait. Et je trouve qu'il y a un peu une déconnexion qui est quand même assez. Voilà.
Ensuite, on va parler de sa nouvelle cible, de son positionnement. Moi, c'est quelque chose qui m'a grave questionné cette année. C'est que Lena s'est positionnée en mode daronne. Alors, je trouve qu'elle a quand même ce truc d'être très forte en termes de liens transparasociaux. Le fait de toujours être bienveillante. Enfin, j'ai l'impression que ça, je sais pas si c'est vrai ou mis en scène, mais moi, quand je vois les vlogs de Lena, je trouve que elle a l'air d'être Mimi tout plein. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a des caméras, parce qu'elle est habituée, j'en sais rien, mais en tout. Mais je sais qu'elle est très forte aussi en termes parasociaux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment son truc fort d'elle. Enfin, fort. Enfin, j'ai j'ai plus mes mots ce soir, mais vous me comprenez. Mais je trouve que il y a quand même, elle a révolutionné un peu ce lien avec sa commune. À un moment, moi, j'ai vécu dans un YouTube où des gens disaient genre comme ça. Oui, moi je comprends pas pourquoi on remercie la communauté, quand même, c'est nous qui travaillons. C'est eux qui devraient nous dire merci, pas nous. Léna, elle est arrivée, elle a dit, t'as compris quoi. Elle a fait des cadeaux, elle a fait tout ça. J'ai écrit sur le cadeau qu'elle a fait avec le concert de Blackpink sur mon Patreon. Je vais pas revenir en détail, mais il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure. Ça pose vraiment des questions de droit d'image, de filmer des adolescents. Est-ce que. Je pense que oui, en vrai, je pense qu'elle est carrée. Mais à la fois, quand je vois les placements de produits, je sais pas comment elle gère le carré. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que. C'est là où j'y reviendrai à la fin. J'y reviendrai après. Donc, et je pense qu'elle a développé beaucoup de skills en com, même si ça a l'air d'être une chouette fille. Ok, là, vous êtes toujours sur ça. La baby chaleur pour son livre. Alors, ouais. Je trouve qu'elle est passée genre de la copine à la maman. J'ai trouvé vraiment les vlogs avec un humour pipi caca. Vraiment, cette année, c'était... je sais pas. Alors, je sais pas si elle essaye de toucher des gens plus jeunes. Et moi, j'ai l'impression que ça, comme c'est d'aller vers des gens plus jeunes. Je suis désolée, Léna, si tu passes par là. Je sais pas si tu passes... Je sais que tu passeras jamais par là. Mais je sais que tu as eu besoin de te justifier sur le fait que tes abonnés n'étaient pas des enfants. Mais je trouve que ça confirme le fait qu'il y a quand même des questions à se poser dans le sens où quand on voit les le pop-up qu'elle a très peu filmé cette année, on voit que c'est des adolescents en fait. On voit que c'est des enfants en fait. On le voit, on voit beaucoup de vidéos où quand même Lena a une communauté de gens très jeunes. Je dis pas que sa communauté est basée que sur des gens jeunes, mais quand elle a dit oui, non, mais c'est n'importe quoi, parce que les stats disent pas ça, mais en vrai les stats YouTube, il y a des faux âges, il y a beaucoup de gens qui sont des haters et qui regardent, il y a des gens comme moi ou des gens qui ont grandi qui regardent parce qu'ils trouvent ça cool mais sans être sa fine base, mais j'ai l'impression que les gens qui consomment de l'hôtel Mafouf, ça reste des jeunes adultes, enfants, ados quoi. Ils ont entre 10 et 14 ans. Le pop-up ça me cringe depuis le début. Pourquoi ça? Parce que est-ce que c'est parce que c'est le mois de l'année où elle fait le plus gros chiffre d'affaires en faisant sa propre pub dans ses vlogs? Mais là, cette année, elle a beaucoup moins fait de la pub dans ses propres vlogs. Mais on va arriver au placement de produits. C'est le prochain chapitre. Ouais, j'ai l'impression que là, cette année, c'était vraiment un humour... Genre, il y a eu un long passage où elle va faire pipi derrière une voiture. Ça prend genre peut-être 2 minutes du vlog. T'es en mode frère, fais pipi en fait. Genre, et du coup, en fait, il y avait un truc de je suis à la fois une daronne, à la fois je fais de l'humour pipi caca. Et alors, il y en a qui, des fois, c'est drôle, mais souvent, j'étais un peu en mode. Et donc, moi, j'ai trouvé ça audacieux parce que quand t'as une communauté aussi jeune, je trouve que les placements de produits non dits clairement, et on y revient juste après, et le fait d'avoir de l'alcool plus, en fait, je me demande si elle essaie d'avoir une nouvelle cible de jeunes ados tout en... Je sais pas. Il y a eu quand même un vlog où ils font quand même une dégustation de vin, genre pour la dernière journée de Solène, où il n'y a aucune mention pour l'alcool, pour dire que c'est dangereux, etc. Ils ont fait tout un grand débat sur Marcus qui a acheté des cigarettes, genre Marcus était le diable en personne, mais eux et elle, ils boivent de l'alcool, beaucoup d'alcool. Moi, je vous rappelle juste, mon daron est mort de l'alcool. Moi, c'est vraiment un grand un grand truc que je fais. Je suis désolée, mais quand tu bois de l'alcool, t'es obligé de rappeler que l'alcool tue. Enfin, je veux dire, l'alcool, ça tue, c'est fait partie des, comment dire, des substances les plus nocifs en termes de perso et social, avec l'héroïne et la MDMA, je crois. Oui, la cocaïne. Enfin, en gros, dans le 4, il y a héroïne, alcool, et genre, je suis en mode pourquoi on fait autant de... Enfin, si, je le sais pourquoi, mais ça m'a posé problème. Au moins, enfin, il y a un truc là-dessus. Mais Solène, elle est très à cheval sur attention, à faire avec modération, collaboration commerciale. Mais Léna, elles sont fous.
À chaque fois qu'elle a parlé de l'alcool ou qu'elle a fait un gros truc sur l'alcool, le lendemain, j'ai l'impression qu'elle disait attention pour l'alcool. En fait, à un moment, elle a parlé toujours d'alcool et je pense qu'elle a fait un disclaimer sur 2 presque, ou sur 3. Non, mais en vrai, elle en a fait plus que ça. Et ça serait mauvaise langue de dire le contraire, si vous voulez. Mais elle en a fait... Alors... épisode 11, c'est Marcus qui le fait. Épisode 15, et c'est juste après l'épisode sur le vin. Je suis pas zinzin, c'est mon taf, ok. Bon bref, il y a un truc de rendre l'alcool cool que je trouve hyper problématique. Puis après, le truc c'est que c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle boit pour s'amuser et oublier son anxiété. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Pardon, mais du coup, comme elle filme des vlogs et qu'elle essaie d'être authentique, mais en même temps qu'elle a la mise en scène, etc., et qu'en fait elle boit, et aussi il y a le fait qu'elle soit addict au Red Bull, ou à la fin, dans la première partie, on n'en parle pas trop, mais dans la deuxième partie, c'est un truc où on parle tout le temps, t'es en mode, en fait, c'est pas pardonnable. Enfin, je trouve que l'alcool n'est pas pardonnable. C'est la seule chose que j'ai du mal à pardonner avec les placements de produits dégueulasses, dont on revient juste après. Mais moi, l'alcool, ça a été un truc où j'étais un peu en mode, En fait, enfin, il y a plein de choses où je suis un peu en mode, mais ça... Voilà. Et surtout qu'il y a des lois autour de l'alcool. Mais là, en fait, il y a... Du coup, on en vient à la suite. Les placements commerciaux, les placements de produits. Et là, c'est un sujet qui me tend un peu, où je questionne beaucoup de choses, où j'ai l'impression vraiment qu'elle joue sur la corde raide et que c'est à la fois hyper ingénieux, évidemment, mais hyper déloyal. Je trouve ça hyper dégueulasse. Enfin, je veux dire, est-ce que Lena Situation serait au-dessus des lois, ou est-ce qu'elle les connaît assez bien pour juste être ce qu'il faut et du coup faire le strict minimum. Donc, on commence par son entreprise. Donc les vlogs d'août, c'est la saison parfaite pour les pop-up. Mais cette année, on les a pas vus. Parce qu'ils ont été remplacés par le fait que Lena ait écrit un livre. Avec un livre dont on a entendu parler à quasi chaque épisode. Un épisode sur 2, on a entendu parler de ce livre. Est-ce que la loi E20 joue ? Oui, en fait, la loi E20, elle fonctionne même sans collaboration commerciale. T'as interdiction de mettre en avant du vin, de l'alcool. Après, il faut pas qu'elle rigole trop parce que Anna RVR, elle s'est fait choper 4 ans plus tard. Parce que là, moi, je crois que l'association qui bosse avec eux, ils laissent pas passer. Ils sont pas en mode parce que c'est une situation. C'est genre, la règle, c'est que tu n'as pas le droit de te filmer avec de l'alcool en étant dans un moment où tu fais de la fête, où tu as l'air festif et que tu rigoles. Donc, le livre, j'ai des questions à vous poser parce que j'y connais pas assez. Mais c'est du foutage de gueule, ou pas ? Parce que elle a écrit un livre. Elle a eu le génie, je suis désolée, encore une fois, il faut... Mais entre génie et machiavélisme, il y a quand même un pas. Hein. En fait, c'est machiavélique parce que, genre, je veux dire, il y a des gens qui vont vraiment acheter les 4 livres de Lena Situation et en fait, ce qui me pose question, c'est qu'elle a dit que à la fin du mois, celui qui aurait le plus de votes serait collector. Au début, elle a dit venez, faut pas les inciter, etc. Sauf que tout le mois d'août, tout le monde nous a incité à acheter la 1, la 2, la 3 ou la 4. Il y avait vraiment un gros marketing là-dessus. Elle disait tout le temps celui qui restera en haut, les autres seront collector. Mais frérot, je veux dire, les collecteurs de qui, de quoi en fait ? Parce que quand c'est pour moi être collector, peut-être je m'y connais mal. Si tout le monde pousse à acheter et que c'est resté encore ouvert, quand elle a annoncé la couverture, que c'était la couverture verte qui avait gagné, elle a dit je le laisse encore ouvert pour que les gens achètent les autres. Mais on est à un stade de combien de gens ont les autres ? Enfin, c'est plus collector là, c'est devenu quelque chose de populaire. Enfin, je dirais pas populaire, mais au point de dire collector, je pense qu'elle en a vendu quand même beaucoup. Et puis, le fait de pousser à acheter plusieurs livres et tout, je trouve ça démesuré. Enfin, je veux dire, j'aurais plus dit une édition limitée. Ouais, une édition limitée. Mais je veux dire que, en vrai, les gens, dans 30 ans, ils vont revendre ça en disant c'est collector. Peut-être on est passé dans le turfu, mais après, j'ai l'impression qu'elle en a vendu beaucoup. C'est même pas parce que Lena, elle peut rendre un truc collector, ça j'y crois à 2000%. Mais genre, elle peut rendre son assiette collector, elle peut rendre je sais pas, mais un livre qui a été autant vendu, je sais pas. Ils seront plus rares que les verts. Mais est-ce que vous pensez vraiment que... Moi, je trouve que c'était du génie marketing et je trouve que le fait qu'elle ait fait durer 3 jours après pour que tout le monde achète les autres qui étaient pas collector, j'étais un peu en mode... Ça paraît un peu de son... Voilà. Surtout avec le sentiment d'urgence, on a jusqu'au 5 et c'est tout, donc les gens vont se dépêcher. Perso, j'ai YouTube son pub et ça indique quand même une communication commerciale quand elle parle de son livre. Ah, hyper intéressant. Ah ouais, Ah, mais sans pub, t'as la... Oh, intéressant. Donc, on passe à jouer habilement avec la loi. Où j'ai pas mis, pour pas faire de la pub, le pire placement ever que j'ai jamais vu sur YouTube, Duolingo. Excusez-moi, mais... Alors, Lena, elle a fait des placements... Alors là, je sors mon petit...
Il y a beaucoup de gens qui ont dit il y a énormément de placements dans les vlogs 12. Franchement, il y a un placement dans l'épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 9, épisode 10, épisode 11 et l'épisode 15. Par contre, dans l'épisode 1, Choupa Choups est montré à l'image, mais pas dit que c'est un placement de produit. Ensuite, le lendemain, elle annonce le placement de produit selon la loi avec Choupa Choups. Sa collection, son pop-up et tout, là, il y a rien, mais en vrai, on n'en sait rien. Ensuite, l'épisode 3, Duolingo. Alors, PTDR. Ça n'est... Alors, faut savoir que dans les barres d'infos, alors qu'il y a... comment elle s'appelle ? Il y avait une meuf qui s'est fait choper, une youtubeuse qui s'est fait choper pour ça. Léna, elle n'écrit pas collaboration commerciale en haut de sa barre de description. Alors, peut-être c'est un truc qu'on a plus... En fait, j'arrive pas à savoir si elle est au-dessus des lois, parce que ça me... C'est possible en vrai, le pire c'est qu'en fait, genre naïvement je vous dirais que non, mais en vrai dans les faits si, c'est carrément possible en fait, parce que quand la DGCRF parle, ils vont parler des gens comme enfin ils vont faire des trucs sur les influenceurs qui sont pas des gros influenceurs, j'ai l'impression. Après je me trompe, qui paraît sur Duolingo, elle l'a mis en barre d'infos, alors du coup je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment aucune fois elle cite le mot Duolingo. Alors je me demande si tu ne cites pas le nom de la marque, si je vous dis pas ça, ça a été par exemple ça, imaginons que je l'ai reçu. Vous voyez la marque en gros, mais je le dis pas. Je suis pas obligée de dire collaboration commerciale. Je me suis posé cette question. Et là c'est des vraies questions où je me pose. Ensuite, Duolingo prend trop la conf. On n'en parle pas assez de ça, mais ça c'est encore un autre truc. Duolingo, c'est pas parce que c'est une application qui vous apprend la langue que c'est pas une purée de trucs capitalistes, etc. Genre, tout le monde est en mode ah, c'est mignon et tout, c'est une application de base gratuite. Calmos, en fait, les gars. C'est une entreprise américaine, en fait. Alors, sur Duolingo, non, il n'y a pas le collaboration commerciale dans la vidéo. Elle l'a mis où ? Alors, moi, j'y vais. Je sais quel épisode c'est l'épisode 3. J'ai, comment dire, j'ai YouTube avec les pubs. YouTube avec les pubs, donc peut-être qu'il y a des choses qui changent. Elle a appelé EVJF. Ah, si, ça y est, je le vois. Elle l'a mis en haut. Et elle l'a mis... Non, elle l'a pas mis dans le première fois. Timothée, animation, copyright. Ah oui, si, cette vidéo est sponsorisée par Duolingo. Là, elle a mis. Et là, elle a mis... Voyons voir. Dans la barre d'infos, alors, la loi dit, et là, je me trompe peut-être, hein, mais vous allez me dire s'il y a... logiquement, tu mets en haut de ta barre de recherche, collaboration commerciale, et le premier lien que tu dois voir avec tes yeux, t'as pas le droit de le mettre tout en bas. C'est ça, la loi c'est, tu dois l'écrire en gros dans la vidéo, tout le monde doit le voir, et ensuite en haut de la barre d'infos. Voilà, c'est ça. Donc je me suis posé la question de, est-ce que si tu le cites pas à l'oral et que tu le montres juste en fond, t'as le droit de finalement le faire. Bon, c'est hyper dégueulasse parce que ça veut dire que y a des gens comme Léna qui peuvent faire des collaborations que plein de gens ne pourraient pas faire. Mais ça me questionne de, est-ce qu'elle a un peu juste... Je pense qu'elle est dans la légalité, parce que... Ou qu'elle joue sur le fil du rasoir. Mais je me suis vraiment posé la question, parce que, par exemple, Live Nation, où elle a été invitée pour le concert des Blackpink, elle a pas dit collaboration commerciale. Pourtant, il me semblait que pour le gifting, il fallait dire collaboration commerciale. Ah ouais, avec le YouTube sans pub, ça te fait faire un bond dans la vidéo sans me laisser le choix, et quand c'est pour le livre, j'ai le choix, je peux cliquer pour faire un bond. Donc elle doit bien faire une manip. Ah, mais c'est trop intéressant, j'étais pas du tout au courant. Mais je comprends pas pourquoi elle le fait pas, ça changerait quoi à son image. Moi je pense que c'est plus la flemme. Vraiment, j'ai un peu l'impression que, genre comme elle fait le vlog vite fait et qu'elle dit toujours ah non, rajoutez pas des trucs, je pense qu'il y a un peu une dimension de fatigue aussi, je dirais plus que... Et aussi parce que les gens ils verraient les placements partout et ça serait relou en fait, parce qu'il y en a beaucoup, donc si elle devait tous les mentionner... Je veux pas t'angoisser, mais bravo pour le nombre de viewers. C'est vrai qu'on est beaucoup ou... Il y en a plein qui sont nouveaux, non ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé sur le chat ? Levez la main comme ça. Je pense qu'elle en a plus rien à foutre. C'est comme elle en a rien à foutre de comment fonctionne YouTube presque. Genre elle est tellement... Oui, oh waouh ! Bah bonjour. Est-ce que vous passez un bon moment ? Donc j'allais dire Adidas. On en parle aussi. Là, il y a aussi les questions. Est-ce que, bon, ceux qui ont et celles qui ont des pubs qui s'affichent, est-ce que pour les trucs Adidas, ça a sauté ou pas ? Parce que là, il y a la question que je me pose. Alors, il y a... est-ce que... vous savez comment ça marche quand on fait des dons à des associations ? Tout le monde est à jour. Parce qu'il y a une sorte, je dirais, et le mot je le mets avec des grosses guillemets que je... Voilà, mais j'ai l'impression que... Il faut pas oublier que derrière le caritatif, il y a quand même un gros blanchissement, entre guillemets, d'argent éthique. Les impôts. Parce que la question que je me suis posée, c'est pourquoi, elle n'avait pas collaboration commerciale avec Adidas, sachant que Adidas a pris 61% d'impact
Adidas, on parlait de Gaza et tout ça, Adidas collabore avec Israël au passage. Donc ça fait partie des lois, des marques qui sont quand même fortement appelées... Oh, il y a une sauterelle. Appelées au boycott, pardon. Mais la question que je me suis posée, c'est que du coup, les 31 000 euros, avant, on avait les entreprises qui créaient donc un peu leur truc, leur entreprise là de recherche et tout en mode oui, vous allez parler de la fondation. La fondation, on sait ce que c'est la fondation. Il y a des gens, il y a des riches qui sont là, ils donnent de l'argent et ensuite le mec il prend cet argent, il le donne à des assos et ensuite il dit j'ai donné ça à des assos et ça permet de défiscaliser des sommes énormes parce que du coup ils font des méga dons. Et du coup là j'ai l'impression qu'avec l'influence on est face à un nouveau truc hyper intéressant où on n'a jamais été confronté avant, où la personne devient elle-même, du coup, l'œuvre caritative qu'elle fait. Donc, Léna va avoir ses 31 000 euros pour l'assaut, mais est-ce qu'elle va d'abord les avoir et ensuite les donner? Est-ce que c'est Adidas qui les donne directement? Est-ce qu'elle est payée, elle, en plus pour cette collaboration? Pourquoi il n'y a pas collaboration commerciale, gifting, quand elle reçoit les produits? Elle en parle tous les jours, elle fait un chiffre d'affaires de 61%, c'est pas un chiffre d'affaires, mais il y a un impact de 61% sur Adidas, et pas un seul moment, j'ai l'impression qu'elle dit collaboration commerciale avec Adidas. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que quand c'est du caritatif, est-ce que là, on n'est plus obligé de dire collaboration commerciale? Et là, j'ai pas de réponse en fait. C'est vraiment des choses où que Adidas lui versait, qu'elle les versait à l'assaut. Ah oui, et Big Flo, pareil avec le truc de Lena, c'est un peu ce qui fait Big Flo, gros forceur. Je suis désolée. Mais on n'est pas sur la partie 2 et je pense qu'on va faire un deuxième live sur la partie 2 si jamais ça vous intéresse. Mais gros forceur, en tout cas, à chaque fois, c'est ah, ça ira pour une asso et on oublie que quand même, ça permet de défiscaliser en fait. Genre, je veux dire, c'est pas des petits streamers qui font ça. Enfin, je veux dire, moi, 31 000 euros, c'est même pas mon chiffre d'affaires à l'année. Il y a des gens qui disent que c'est l'inverse. Il me semble qu'elle réceptionne les dons. Je trouve que ça m'a un peu saoulé ce zéro transparence. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a eu un manque de transparence. Et ensuite, on va terminer avec ceci qui est la culture bourgeoise. Et là, on va passer dans un truc un peu plus théorique où on va parler de Bourdieu et de Léna et de la culture bourgeoise. Parce que j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce bonnet. Je trouve que cette année, et ça m'étonne pas, franchement, que elle ait mis en avant genre plein de diversité culturelle parce qu'elle avait déjà parlé en interview qu'elle, si elle arrivait à percer en France, parce que c'était une Algérienne qui ressemblait à une blanche, etc. etc. et que voilà, il y avait toute sa culture-là. Une culture ses parents ne lui ont pas transmis. Et à un moment, elle dit je comprends pas pourquoi mon père ne l'a pas transmis, alors qu'en vrai, si elle s'intéressait un petit peu. Enfin, genre, j'étais un peu en mode bah, c'est logique de. Enfin, je veux dire, pour plein de raisons, ils t'ont pas transmis ça. Mais bref, Léna, c'est une culture bourgeoise. Voilà, c'est. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Non, on n'en est plus là. Donc, elle va voyager beaucoup, beaucoup. Et elle va nous montrer donc des cultures. Qu'est-ce que Positano? Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais entendu parler de ces endroits. Moi, je suis. Vraiment, la plupart des endroits où elle va, moi, je les connais pas. À part Athènes, peut-être. Mais du coup, elle va nous faire visiter plein d'endroits où même elle, des fois, elle est hyper pas à l'aise d'aller. Et donc, je me suis posé une question, moi, pendant ces vlogs. Je m'en suis posé beaucoup. Mais je me suis dit, elle va faire venir genre des danseurs, ils vont faire des activités, genre la poterie, voir les dromadaires, Enfin, elle va faire un peu des trucs comme ça. Ils vont faire des choses sur Athènes et tout. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle a un passe-droit? En fait, il y a vraiment un truc où j'arrive pas non plus à savoir pour les Airbnb. Et encore une fois, si on est sur des collabs ou pas. Désolée, c'est mon chat. Mais j'ai l'impression que parce qu'elle a une caméra, on va lui offrir plus de choses et des activités. Et après ça, je suis pas sûre. La poterie, je suis pas sûre. Mais par exemple, je sais jamais si elle a payé les lieux ou si on lui a offert, parce que quand elle arrive, on lui déroule le tapis rouge. Et là, je me suis dit, peut-être juste c'est moi, je suis trop pauvre en fait, et ça m'est jamais arrivé. Ou est-ce que parce que les gens payent 1500 euros une nuit d'hôtel, tout le monde leur offre le tapis rouge? Pourquoi elle rencontre le ou la directrice de l'hôtel? Est-ce que c'est parce qu'ils payent un bras ou c'est parce que c'est les situations? Et ça, c'est des questions que je me suis quand même... Franchement, en tant que maghrébine, la partie Maroc plus le ouin-ouin, je connais pas ma culture, ça m'a fait un peu grincer des dents. Moi, j'avoue, moi, je suis pas du coup maghrébine, mais je sais pas pourquoi, c'est une partie qui m'a... Je les trouve... J'arrive pas... Je pourrais pas en parler parce que je suis une meuf blanche et que c'est pas du tout ma culture. Mais moi, j'ai été interrogée.
Voilà, par ces passages-là. Par un peu le début des vlogs. Mais j'ai trouvé ça cool parce que ça nous a amené voir des choses, mais à la fois j'étais un peu en mode, je sais pas. Par contre, j'ai trouvé le guide, il était adorable et tout. Quelqu'un qui a organisé ma rage, il me semble. Je me suis posé la même question. L'accueil tapis rouge à l'hôtel, c'est assez normal. Parce que, ouais, c'est ce que je me dis. Quand ils sont à le Mamounia, genre la nuit d'hôtel, elle est à peu près à 1500 €. Même eux, enfin, il y a Marcus et surtout, comment elle s'appelle Solène, qui, Solène, je sais pas si Solène, on peut dire qu'elle est un peu franchouillarde, ça se dit. Je sais pas si c'est ça le mot utilisé. Mais elle était un peu en mode ah, je suis mal à l'aise et tout. C'est le seul moment où elle dit oh là là, je me sens tellement privilégiée d'être là et tout. Il y avait des trucs sur leur fait qu'ils étaient privilégiés, qu'ils étaient heureux et tout, qui étaient là dans les saisons d'avant et qu'on entend de moins en moins, de moins en moins parce qu'ils se sont sûrement habitués. Mais c'est vrai que c'est genre. Alors, l'hôtel de Mamounia, c'est d'après la femme qui présentait l'hôtel, je sais pas qui c'était, mais elle dit que c'est en gros le Ritz du Maroc. Et il y a un peu une certaine pudeur dans ces hôtels. Et je trouve que. En fait, ça permet de se dire, ah là là, ils vivent des choses où ils sont un peu mal à l'aise et tout. Alors qu'ils vivent déjà. Et ça participe un peu à cette moyennisation, je trouve, entre guillemets, de faire croire qu'en fait ils sont pas si riches parce qu'ils vont des endroits tellement riches où ils sont mal à l'aise. Donc il y a un peu un truc de rendre la culture normale. Ça leur fait de la pub dans leur vlog, tu m'étonnes qu'ils en fassent des tonnes. Mais oui, il y a un peu ça, tu vois. Mais c'est très organisé, elle visite très peu, donc perso, je trouve que les pays sont très limités. Et moi, ça m'a rendu très très anxieuse cette année de l'avoir enchaîné les pays. Alors après, de ce que j'ai compris, elle devait faire un truc en voilier, et je trouve que j'ai pas tout compris à cette histoire de voilier, mais je trouve que ça a manqué un peu une meilleure explication. Alors peut-être c'est moi, je suis passée à côté, mais même en réécoutant, j'étais en mode ok, je comprends, mais sans plus. Mais je sentais bien qu'elle avait le seum et que ça créait de l'anxiété chez elle et qu'elle avait prévu quelque chose un peu plus culturel avec un voilier. Et notamment en parlant de culture, elle fait venir les gens qui font enfin le bal musette là. Enfin vraiment, vous voyez mon taux de culture. Putain, pardon. C'est un gros mot. Mais au tout début, elle fait venir chanter les vlogs d'août en intradégétique, là, avec ceux qui font de de la trompette. Mais j'ai le mot sur le bout de la langue, là. L'orchestre. 1500 €, c'est peut-être une chambre, une place, vu les parkings. Dans la méga suite où ils étaient, je pense qu'ils l'ont peut rajouter un 0. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est dans un mix culture bourgeoise pour certains trucs et pour l'autre, culture pop, télé, par exemple. Ouais, alors du coup, c'est un truc très présent, c'est que il y a beaucoup de choses à dire. Le moins du sud qui ressort. Le Mamounia, c'est vraiment pas donné et c'est vraiment très luxueux, même s'il y a plus luxueux encore. Le truc qui m'a choqué sur les différents voyages, c'est que Marcus et Solène n'avaient jamais de chambre individuelle. Ouais, soit ils dormaient ensemble sur un canapé. Il y a des plein de sketchs dans les Guignols avec ça, avec le Mamounia et DSK. Ah, intéressant. À noter aussi que la saison. Est-ce que Seb c'est un bourgeois? Non, Seb c'est un peu comme Solène, je dirais que c'est un franchouillard. Non, Seb c'est pas. Il faut savoir que la classe moyenne économique, c'est ce qu'on appelle un petit peu la bourgeoisie. C'est pas. Ils ont pas. Léna et Seb, ils sont surtout enfin, la culture. Léna, elle a grandi dans la culture bourgeoise. Et là, je vais vous dire des trucs de Bourdieu parce que je vais vous expliquer un truc qui est quand même important et que je pense qu'il faut qu'on. En fait, avoir accès à la culture en étant petit et baigné dedans, en fait, c'est un énorme privilège. Et ce qui est assez compliqué ou assez dérangeant dans les vlogs de Léna, c'est que y a vraiment une réappropriation de la. En fait, c'est un peu de l'appropriation culturelle qu'elle fait. En fait, elle se sert de la culture pop pour faire de la culture bourgeoise. Et donc, un peu cette réappropriation des codes culturels. Il y a, je crois que c'est Grégoire Simpson qui a fait sa dernière vidéo où il répond un petit peu aux questions de est-ce que je sais plus qui peut aimer Jul, et il revient un peu sur ça, enfin, il y revient bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en gros, et je vais en reparler dans la vidéo de Socio la musique, mais en gros, il y a globalement des codes que tu as quand tu nais là-dedans, en fait. C'est-à-dire que tu es capable de voir. Alors, la production artistique, Bourdieu dit que c'est un champ à part entier et que c'est compliqué de critiquer la culture quand on fait de la culture. Moi, par exemple, là, je fais de la critique de la culture tout en faisant de la culture. Moi, je suis considérée pas comme. Moi, je suis considérée comme une universitaire, et la culture universitaire, c'est pas la culture bourgeoise. Il y a la culture bourgeoise qui sont ceux et celles qui sont. En fait,
J'ai un exemple très précis. Imaginons, vous entendez un morceau de musique. Il y a ceux qui vont comprendre juste en une écoute qu'est-ce que ce thème, ça sort d'où, quelle année, etc., etc. Et ça, c'est une compétence qui est une compétence culturelle historique de savoir replacer des œuvres dans leur contexte et qui vont vraiment réussir à dire oh waouh, il y a telle vibration, etc. Ensuite, il y a les universitaires qui sont capables de la même chose, qui sont capables de dire il y a ça, 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 mais eux ne l'ont pas juste à l'oreille en fait. Ils l'ont parce qu'ils l'ont étudié et donc ils ne le ressentent pas. Il y a une question un peu de ressenti. Et ensuite, t'as ceux qui sont de classe populaire qui vont juste dire ah bah elle est nulle ta chanson ou ah elle est cool ta chanson. Ça on va vraiment y revenir en détail sur le vlog de la socio de la musique puisque j'ai analysé aussi, on a dans la vidéo je discute pas mal de la vidéo entre McFly et Carlito et Vald où il y a vraiment ce truc de pas comprendre plein de choses. Enfin c'est pas bourgeois, c'est petite bourgeoisie en fait. C'est si vous voulez c'est classe moyenne économique, petite bourgeoisie. Elle vient de, elle a grandi dans le 11e avec deux parents artistes. Enfin je veux dire pour vivre. Je pense que il y a aussi un peu du storytelling autour de son histoire, c'est sûr. Mais sa mère était soi-disant styliste et son père était soi-disant, il fait soi-disant de la BD. Donc, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui a de la culture à quelqu'un qui n'en a pas? C'est cette compétence de la perception esthétique, qui est donc une compétence culturelle historique, qui permet de repérer au regard ou à l'oreille tous les traits distinctifs de l'œuvre ou d'un objet. C'est une acquisition essentiellement par la simple fréquentation implicite d'œuvres. C'est-à-dire d'avoir baigné dedans, en fait. C'est même... En fait, quand tu baignes dedans, c'est comme si tu apprenais une langue en plus quand tu étais enfant. Et comme il n'y a pas de règle, que l'art est implicite, c'est quand même compliqué à apprendre sans avoir baigné dedans. Qu'est-ce que... Donc, l'esthétisme, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi la culture populaire? En gros, est associé à la culture populaire, en gros, tout ce qui est associé à l'humain. En fait, on dit que l'art moderne, c'est-à-dire l'art moderne, c'est le refus systématique de l'humain. C'est-à-dire, il faut créer une distance avec le spectateur. Si le spectateur arrive à se... Je sais pas, à avoir de l'empathie ou à avoir de l'émotion ou à se projeter dans le personnage, et ben ça en fait c'est de l'art vulgaire, c'est de l'art populaire, c'est de l'art grossier, c'est un art qui étant du quotidien, du générique et du banal. Les vlogs d'août c'est clairement les codes du populaire. Donc quels sont les critères pour savoir si on est bourgeois? Il faut avoir un bon capital culturel, un bon capital... Alors là après il y a plusieurs, encore une fois il y a la haute bourgeoisie et la petite bourgeoisie. C'est vrai que souvent je vous dis les bourgeois et après il y a encore au-dessus il y a les aristos. Mais bon, en vrai, déjà, entre les classes pop et les bourgeois, moi, il y a tellement un écart que du coup... voilà. Mais donc, il faut avoir un bon capital culturel, un bon capital économique, parce qu'en fait, c'est interdépendant, et un bon capital social, c'est-à-dire d'avoir des bons contacts. Et donc, le truc, c'est que Léna, je pense qu'elle se situe un peu dans cette petite bourgeoisie culturelle, et c'est là où on va revenir. Et du coup, là, elle va, dans ses vlogs, moi, je trouve qu'il y a un truc qui me dérange aussi, et ça, je l'ai dit la saison 8 aussi, c'est que Léna est quand même très classiste, mais je pense que c'est un classisme banalisé. Par exemple, il y a le petit passage sur les voitures. Alors moi, je suis pas du tout pro-voiture, je suis vraiment team anti-voiture. Vraiment, genre quand ils ont un peu les discours autour de la liberté et tout ça, en mode très US et tout, je suis un peu en mode... Par contre, le fait que Léna ne fasse que dire il y a une énergie masculine, homme, voiture, bite, quand elle est devant la voiture, je trouve qu'il y avait d'autres choses à amener sur la voiture qui est quand même de base une culture de droite, hein. Enfin, je veux dire, c'est un truc très à droite, la passion pour la bagnole, comme dirait Pierre Chabrier. Pardon. Non, ça va, enfin, bref, je disais avoir les droits de la dictature, ok. Alors, attendez, parce que du coup, il y a un truc avec Lara... Non, au pire, je vois que vous... Dans les commentaires... En fait, le métier est de créer du contenu autour d'une activité qu'elle fait, donc le fait Donc le fait et dépenses liées à son métier sont précisément ces dites activités et le matériel pour filmer. Du coup, c'est des frais pro. Quand on a conscience de ça, on peut avoir un regard plus éclairé sur l'argent dépensé dans toutes les vidéos, même TikTok, de surconsommation qu'on regarde. Pour ses 18 ans, elle avait eu des loups-boutins. Pas de jugement, mais pour avoir une idée. Et elle a été dans des écoles de riches, mais elle l'a dit elle-même. Hein. Dans la bourgeoisie, on ne peut pas devenir bourgeois après. En fait, si tu peux le devenir en te mariant et tout, mais tu peux devenir un nouveau riche ou appartenir à la petite bourgeoisie. Mais après, quand tu nais dedans, en fait, tu peux faire des transfuges et tout, mais c'est quand même... En fait, la petite bourgeoisie, elle est en déclin. Mais après, on va pas faire un live sur les classes sociales, maintenant. Mais il y a un besoin de distinction parce que la petite bourgeoisie est en déclin. Et du coup,
petite bourgeoisie, c'est pour ça qu'elle est plus classiste, et j'en reparlerai avec la vidéo sur McFly et Carlito. Mais logiquement, tu nais dedans. En fait, un bourgeois économique... En fait, ce qui est compliqué, notamment avec Léna, c'est que, par exemple, dans les médias et tout, et notamment qu'elle va sortir un livre, tout le monde va lui chier dessus, il va y avoir des gens qui... Enfin, les vrais bourgeois, les bourgeois qui sont pas... Mais j'en ai parlé de la nouvelle bourgeoisie créative tout à l'heure, de cette nouvelle singularité où elle a réussi. Vous avez loupé. Vous avez écouté que d'une oreille, maintenant vous levez tous les doigts en disant « Madame, vous l'avez pas dit, si je l'ai dit. Vous m'avez pas écouté. » Nouvelle classe moyenne créative où elle cumule capital culturel et économique. Ça, on l'a dit, on a fait un petit passage là-dessus. Et quand elle est dans des grands médias qui sont des médias qui sont pas populaires, qui sont hors dehors de YouTube, puisque plateforme YouTube c'est considéré comme un média populaire, et dans les milieux universitaires, les gens qui font du YouTube, ils sont considérés comme des petits... Enfin, ils sont pas considérés comme des bourgeois. Enfin, le fait rien que d'être que sur YouTube, tu peux pas... Enfin, d'après les bourgeois, tu peux pas être bourgeois en t'exposant sur YouTube. Et je crois que je suis revenue sur... J'ai fait un YouTube, enfin, une vidéo YouTube où je parle de la blonde qui est riche, là. Et elle est avec juste Zoé, et elle fait une interview où elle parle de bourgeoisie, on parle de ça, d'aristocratie. Et... J'ai vu un commentaire, il m'a dit non, c'était pour voir si toi tu suis. En gros, elle parle de ça en fait, que pour eux c'est un peu la honte d'être sur les réseaux, mais que ça a été difficile pour la famille, etc. etc. Et moi, j'ai ma pote qui s'est associée à un peu une culture vulgaire. Enfin voilà, en vrai, l'esthétique populaire, l'esthétique populaire, c'est considéré comme vulgaire. Et moi, alors attendez, parce que maintenant vous m'avez tous été en mode madame. Bonjour, j'arrive par là par hasard et c'est très cool ce que tu fais, c'est intéressant, tu fais des études, tu travailles en sciences politiques. Non, je suis diplômée d'un master en sociologie à l'EHESS où j'ai travaillé sur le vlog et la marchandisation de l'intime. Et actuellement, je prépare un devoir de thèse sur le travail des plateformes et plus précisément sur l'influence. Voilà, pour comprendre un peu tout le travail invisible, etc. Mais ça fait que j'analyse beaucoup de contenu. La blonde qui est riche. Palmyre. Pardon. Bon, on va bientôt terminer le live, mais je veux terminer le live en disant que, par exemple, du coup, quand elle est avec GMK, il faut savoir que du coup, un peu le truc de la passion pour la voiture, c'est souvent associé à des milieux prolos de droite, et souvent associé à des milieux de droite, en fait, tout court. Mais je trouve que... il y avait un peu un truc de ça ça m'intéresse pas, et en fait elle dit à la fois je veux m'ouvrir à d'autres pour montrer qu'il y a d'autres gens, donc ça veut dire qu'elle veut faire venir un public un peu différent sur ses vidéos. Elle dit ça c'est pas du tout mon truc, et en fait le goût du dégoût, alors et là c'est là le goût. En fait, je suis en train de me dire que je dois vous dire que ce week-end sort une vidéo sur ce sujet précisément. Mais on dit que le goût, c'est le dégoût des goûts des autres. C'est-à-dire que ça en dit plus sur nous si on dit j'aime pas la voiture que j'aime Positano, par exemple. En fait, le goût classe et classe celui qui classe. Donc ça, c'est pas moi, c'est Bourdieu. Hein. Les différentes positions possibles dans l'espace social modifient les façons d'entrer en relation avec la réalité et la fiction. Ah oui, voilà, et ça, c'est un truc aussi important. Je vous lâche ça, mais ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes façons de voir et de relationner avec le monde en fonction d'où vous venez, dans le milieu dans lequel vous venez. Et c'est pour ça que c'est quand même assez difficile et facile à la fois de se déconnecter de la réalité de plein de gens, parce qu'en fait, on est juste incapable de comprendre. Et le classisme, c'est comme... Enfin, il y a beaucoup... Quand on dit aux hommes, vous pouvez pas être nos... Il y a le truc de dire, vous pouvez pas être féministe, vous pouvez être allié. Mais c'est pareil avec les groupes LGBT. Genre, quand t'es pas LGBT, c'est dur de se dire que t'es LGBT. En fait, tu vas être allié des communautés, mais tu peux pas être la communauté si tu ne vis pas les choses. Et c'est vrai que dans le classisme, en fait, on oublie juste que en fonction du milieu d'où tu viens, genre si t'es un milieu populaire et un milieu bourgeois, tu n'as pas juste la même façon de gérer l'espace-temps. Voilà, parenthèse finie. En rappelant que GMK a un tatouage de la milice phalagiste libanaise responsable du massacre de Sabra et Shatila. Cette milice a massacré des centaines, voire des milliers de Palestiniennes. Je double le message, désolé, mais ça semble important comme info. Mais j'étais pas du tout au courant de l'info. Mais la voiture bling bling, ça fait pas très grande bourgeoisie, mais nouveau riche. Et c'est pour ça aussi que Léna met autant de poids à bien se distinguer de ça, parce que elle mange pas de ce pain-là, tu vois. Et en fait, il y a un truc de vouloir se distinguer en disant Et du coup, elle se distingue de la culture populaire traditionnellement masculine pour être en mode tout comme McFly qui veut à tout prix se dissocier du fait qu'il écoute du rap, parce que
Mmh. Et en fait, c'est un truc vraiment très présent chez les petits bourgeois, de vraiment vouloir se distinguer très fort des classes pop, parce qu'en réalité, leur culture ou leur façon de vivre, elle n'est pas si éloignée. Si éloignée. Il faut savoir que avec le libéralisme, la classe moyenne économique entre guillemets en train de perdre tous ses privilèges. Et du coup, elle a tout intérêt à essayer de renforcer le peu qu'elle a et de bien se distinguer. Et c'est pour ça qu'on dit que la culture permet de se distinguer de ça. Et ensuite, t'as ceux qui ont les candidats télé-réalité ou les influenceurs et tout, ou plein de gens qui vont avoir une grande rentrée d'argent. Il y a aussi ceux qui font de la crypto, etc. Qui, eux, vont avoir un gros capital économique, mais pas de la culture associée, et donc ils vont être associés à des nouveaux riches. Et évidemment, les bourgeois vont dire ah, ça c'est un nouveau riche. Hein. Ok, maintenant il a de l'argent, mais il se comporte pas bien, il met des grosses marques, et puis voilà. Et du coup, il y a toujours un truc de se distinguer les uns des autres pour bien montrer qu'on n'appartient pas aux mêmes. Et les nouveaux riches vont se distinguer de ceux qui ont moins d'argent, et ainsi de suite. Et en fait, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand j'avais travaillé avec des gens qui prenaient de l'héroïne. Il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit oui, non, mais nous, c'est n'importe quoi. Moi je suis à la rue, mais si je suis à la rue, c'est parce que à cause des immigrés, ils leur filent tous nos logements, et nous on n'a rien, on dort avec les puces. Et puis il y avait donc du racisme, mais il y avait aussi du classisme, du style oui, mais en fait eux c'est des dégueulasses parce qu'ils se lavent pas. Nous quand on vient au centre, on se lave, on a du shampoing, on a des affaires propres, nous on n'est pas comme eux. Eux c'est des mauvais pauvres, des mauvais SDF, ils nous font mauvaise réputation alors que nous on est des gens bien et tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir noble, mais bourgeois, oui. Je vois ce que tu veux dire, oui, tout à fait. En fait, quand tu détiens les moyens de production, de toute façon, voilà quoi. J'ai l'impression que tous les gens qui faisaient la musique, c'était des bourges. J'ai l'impression de découvrir ma classe sociale. Mais moi, il y a beaucoup de gens, des fois en DM, vous venez me voir et vous me dites tu peux dire ma classe sociale, et je te dis ça. Et en fait, vous êtes souvent des prolétaires, et j'ose pas le dire. Et aussi, je sais quand vous êtes des bourgeois parce que vous avez tendance à me choper la veste d'une certaine manière dans mes DM. Genre vraiment, il y a une certaine manière très bourgeoise de faire, et il y a des manières qui sont plus un habitus prolo. Et je le vois, et à chaque fois, je suis toujours mal idée. Mal à l'aise, en fait. Dire ça. Bourdieu, c'est vraiment le gars qui explique comment les riches distinguent de la plèbe tout en employant un langage inaccessible. Mais en fait, on en parlera. Mais Bourdieu, il a écrit ce livre pour les riches. Vraiment, il a écrit ce livre pour se distinguer lui-même. Et il en parle, il le dit, moi-même, je suis là-dedans et tout, et je comprends, etc. Mais il l'a écrit, je pense qu'il avait un peu un espoir que je vais faire des réels sur Bourdieu. Et peut-être je ferai un méga vlog entier où on essaie de décrypter Bourdieu. Parce que je vais trop vous montrer sur un truc comme ça. Enfin, j'arrive à comprendre l'essence du mot de Bourdieu parce que en socio, on essaie de décrire au plus près du réel. Et des fois, il y a vraiment, il dit des trucs du style. Il va dire plus ou moins ou plus, ou oui ou non, et puis il va mettre toutes les nuances du mot et tout, et t'es en mode. Sauf que c'est important. Évidemment, si tu enlèves toutes les nuances, la phrase fait 2 lignes, mais lui, il en fait 10. Bref. Sur ce, les groupes sociaux, genre les classes populaires, les classes. On dit les classes moyennes économiques, qui sont souvent du coup la petite bourgeoisie. Et voilà, mais en vrai, on considère, et Marx dirait ça, et beaucoup de sociologues aussi, enfin, il y a un grand débat là-dessus où on dit qu'il y a une moyennisation, etc. Mais ça, je le documenter, j'essaie de le comprendre en ce moment pour essayer de vous faire un gros format dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions. Et moi-même, il y a des questions où j'ai pas trop les réponses. Et du coup, je commence à lire pas mal de sujets sur cette classe moyenne économique qui est donc décrite comme la petite bourgeoisie. Mais en somme, les classes populaires, c'est pas une classe homogène. Il y a dedans qui ont plus de culture, d'autres qui ont plus d'économie, d'autres qui ont plus ci, moins ça, etc. Et il y a des. Si tu prends large, il y a ça, mais si tu zoomes dans. En fait, chaque problème. En fait, un problème systémique, c'est un problème que tu peux retrouver si tu dézoomes au maximum et tu regardes tout le monde entier et que tu les mets dans des cases. Mais tu vois, il y a le classisme, le racisme, sexisme, les trois piliers du haut qui après découlent. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a le validisme, etc. La grossophobie, enfin bref. Tu prends ça, mais plus tu zoomes, et dans chaque groupe que tu vas zoomer, il y a ces mêmes choses qui sont répétées. En fait, c'est vraiment un schéma qui est répété en boucle, qu'importe la focale que tu mets. Donc dans les classes populaires, si, t'as des classes pop qui ont plus de thunes que d'autres, en fait. Genre, moi, par exemple, je viens pas d'un milieu populaire bas. Je viens plutôt d'un milieu populaire où on avait pas vraiment de culture, pas vraiment d'économie, mais, comme on dirait un vrai prolo, on n'avait pas à se plaindre. Donc, euh, un pauvre avec un bon bagage culturel, c'est pas un pauvre.
En fait, la richesse, et j'en reviens toujours à la fin de mes lives à ça, mais la richesse ne se calcule pas avec l'argent. Être pauvre ou être riche, ce n'est pas juste un concept d'argent. Et même, sachez que l'argent, c'est la chose la moins importante pour définir si t'es pauvre ou si t'es riche. Les riches, les gens, enfin, je le dis, mais je le répète, et le couple là des Pinsons vous le diront que mieux que moi, un riche, très riche, ça ne se voit pas. Un aristo, ça ne se voit pas. Ça se voit par des petits détails, etc. Mais quand tu vas le voir sur lui, comme ça se voit pas. Ça, vraiment, tu vas te dire, ah, c'est juste un mec normal. Genre une classe moyenne ou un truc. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de culture, de goût. C'est vraiment un truc ou une question de tellement de choses. Alors, vraiment, regardez mes réels Instagram. Je vous jure que dans mes réels Insta, on parle souvent du même sujet, mais je traite plein de micro-trucs sociologiques parce que c'est du micro-détail où je prends des exemples du quotidien pour essayer de vous expliquer de la socio parce que. Voilà. Mais nous mettre à disposition le PowerPoint, s'il te plaît. Oh, bah, si vous voulez. Euh, je tiens à dire que je pense que peut-être ça me prendra un an, mais je vous ferai une revue complète de Bourdieu, gratuite. Ok. Gratuite. C'est pas vraiment gratuit, ça serait mentir du coup. Je vous la fais en création de contenu dans l'espoir d'avoir de la reconnaissance sociale et de la validation. Mais pas académique, de la validation populaire. Parce que je suis une bourgeoise pédante. Ce serait ça la vérité. Merci encore pour tous vos messages, tout votre soutien. J'ai vraiment une coupe de cheveux alternative. Et je tiens à dire que je vous prépare un vlog socio de la musique qui va sortir là et où on va parler de rap. On va parler de mon milieu et en même temps on va faire une analyse sociale. Et je vous le dis en avant-première, le but de ce vlog c'est d'enregistrer un son. Je suis en train d'enregistrer une musique, esthétisme populaire, ok. Et je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'enregistrer une musique. Et du coup, logiquement, je l'enregistre demain. Voilà. Sur ce, c'était mon teaser. Demain, je vais faire de la musique. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et encore, vraiment merci, vraiment.